Ivan Millate est un tueur en série australien qui a sévi pendant les années 90. Il fut connu sous le nom du tueur de routards et il s'en prenait aux simples jeunes qui voyageaient avec leur sac à dos au travers de l'Australie. Pour tout savoir sur l'horrible et triste histoire de Ivan Millate et sa victime, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une affaire de tueur en série. J'en fais pas beaucoup, mais celui-ci, il m'a vraiment perturbée et j'avais envie d'en parler sur cette chaîne. Je sais que ça ne fera pas spécialement avancer l'affaire, mais je trouve ça important quand même d'en parler et aussi de faire un peu de prévention parce qu'on oublie trop souvent que quand on voyage, quand on fait de l'autostop, quand on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, il faut quand même se méfier des gens parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber et vous allez le voir dans cette vidéo. Comme d'habitude, si vous en avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mon compte Instagram. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en Australie à la fin des années 80. Il faut savoir qu'à cette époque, de plus en plus de jeunes venaient passer plusieurs mois en Australie simplement avec leur sac à dos et en travaillant dans des fermes pour gagner leur vie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on connaît et que beaucoup de gens font, mais à cette époque-là, c'était vraiment le commencement de ce genre de pratique. Il faut aussi savoir que ces jeunes qui arrivaient en Australie se déplaçaient quasiment tous en autostop. C'était évidemment pour eux le meilleur moyen de voyager sans frais. Alors à l'époque, ça commençait à arriver, les jeunes voyageurs commençaient à se déplacer en autostop et ne savaient pas spécialement que ça pouvait être dangereux. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, je pense que on a tous quelqu'un qui nous a dit un jour fais attention, fais pas de stop ou sois prudent. Donc voilà, on sait que ça peut être dangereux. Je pense évidemment à Ed Kemper qui tuait les jeunes filles qu'il prenait en voiture. C'est un tueur en série très connu aujourd'hui et c'est à cause de lui qu'aujourd'hui les gens ont aussi peur de faire de l'autostop vu ce qu'il a fait aux personnes qui montaient dans sa voiture. Et le tueur dont on va parler aujourd'hui est une personne qui lui aussi prenait des jeunes en voiture pendant qu'ils faisaient de l'autostop et il leur réservait un sort assez horrible. Bon, pour commencer cette affaire, plongeons-nous dans le mois d'avril 1992. Joanne Walters est une jeune femme de 22 ans qui vient de quitter le Royaume-Uni où elle vivait plus précisément au Pays de Galles. Elle a décidé il y a quelques mois de ça de se lancer dans un voyage en sac à dos en Australie et au moment des faits, elle vivait dans une auberge de routards assez populaire située à Sydney. De plus, Joanne avait trouvé un petit travail dans la région, elle était nounou et elle s'occupait donc des enfants d'une famille. D'ailleurs, la maman des enfants dont elle s'occupait dira qu'elle avait tout de suite adoré Joanne. Elle dira aussi qu'elle avait un très joli sourire, qu'elle était très aimable et qu'elle s'exprimait très bien. Au cours de son séjour, Joanne s'était fait une très bonne amie qui s'appelle Caroline Clark et qui vivait justement à la même auberge qu'elle. Caroline avait elle aussi 22 ans et elle venait d'Angleterre, donc au Royaume-Uni, tout comme Joanne. Les deux filles rigolaient beaucoup ensemble et elles voulaient absolument continuer à voyager toutes les deux. Donc elles avaient eu pour idée de quitter Sydney ensemble pour continuer leur voyage à deux et visiter d'autres endroits d'Australie. Joanne va donc dire au revoir à la famille dont elle s'occupait des enfants et le 18 avril 1992, Joanne et Caroline prennent leur sac à dos, elles quittent leur auberge et elles s'en vont pour visiter le sud du pays. Pour se diriger vers le sud, elles vont décider de faire de l'autostop sur une assez grande route. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les deux filles se sentaient en sécurité. Joanne et Caroline avaient vraiment rencontré des personnes assez exceptionnelles à Sydney. Elles se disaient que les Australiens étaient des personnes très très gentilles. Et évidemment, quand elles ont fait de l'autostop, à aucun moment elles ont eu peur de tomber sur une mauvaise personne vu qu'elles se sentaient vraiment très en sécurité dans ce pays. Mais voilà, malheureusement, après cette journée du 18 avril, plus personne ne les reverra vivantes. Un mois plus tard, ce sont les parents de Joanne qui vont lancer l'alerte en premier.
Ils n'ont plus de nouvelles de leur fille depuis des semaines et ils sont inquiets. Ils vont aussi se rendre compte que Johan n'a pas touché à son compte en banque depuis déjà un mois. Peu de temps après, ce sont les parents de Caroline qui ont eux aussi commencé à s'inquiéter sérieusement. Les parents de Johan vont alors prendre l'avion, se rendre en Australie et c'est là qu'ils vont signaler la disparition de leur fille et de son amie Caroline et ils vont commencer à faire le tour de toutes les auberges, essayer de demander à plein de gens s'ils ont vu leur fille, ils vont coller des affiches un peu partout et ils vont même commencer à aller parler sur des plateaux télé locaux de certaines villes en Australie. Évidemment, les Australiens vont se sentir très tristes pour ces deux filles. Les parents de Johan vont être rejoints par les parents de Caroline en Australie et les Australiens vont vraiment essayer de les retrouver, ils vont vraiment essayer d'aider les familles au maximum, mais malheureusement ça ne donnera rien pendant tout un temps. Nous sommes maintenant le 19 septembre 1992, soit 5 mois après la disparition de Johan et Caroline. Ce jour-là, dans la forêt d'État de Belanglo, à 2 heures de route de Sydney, une course d'orientation est organisée et 2 membres de la course vont s'aventurer dans un endroit de la forêt qui les feront tomber nez à nez avec 2 corps en décomposition. Ils sortiront alors de la forêt en courant et appelleront la police. Les enquêteurs arriveront sur les lieux et noteront que les corps n'étaient pas vraiment dans des trous, ils avaient plutôt été recouverts de branches et de feuilles. Après certains examens sur les corps qui étaient méconnaissables, les médecins légistes diront qu'il s'agit de 2 filles qui avaient sans doute la vingtaine au moment où elles sont décédées. Et puis très vite, grâce à leurs vêtements et à leurs bijoux, on apprendra qu'il s'agit des corps de Johan et de Caroline. À ce moment-là, les parents des 2 filles étaient en Australie et donc ils l'ont appris au même moment. C'était vraiment une nouvelle atroce pour les familles, mais aussi pour le peuple australien qui assistait à toute cette souffrance et qui ne pouvait strictement rien faire. De plus, très vite, les rapports d'autopsie tomberont. On apprendra que Johan avait été frappée 14 fois avec un gros couteau de chasse et elle aurait alors succombé à ses blessures. Pour Caroline, elle aurait été étranglée et on lui aurait tiré 10 balles dans la tête. Les enquêteurs concluront alors à 2 meurtres d'une violence atroce et souligneront un acharnement de la part du meurtrier. De plus, les enquêteurs découvriront des balles logées dans le sol à l'endroit où le corps de Caroline a été découvert, donc on peut imaginer que le tueur les aurait tuées à l'endroit même où elles ont été retrouvées. Mais voilà, petit à petit, les enquêteurs vont se dire que Johan et Caroline auraient pu être victimes d'un tueur en série. En fait, ça faisait des années que des routards disparaissaient et les enquêteurs se disaient beaucoup de routards disparaissent, on n'a pas vraiment de pistes et ça restait un petit peu en suspens. Mais là, ils se disent tout doucement que c'est possible que 1 ou 2 personnes soient à l'origine de toutes ces disparitions de routards. À ce moment-là, les policiers vont décider de faire appel à un profiler, un psychiatre de la police qui va essayer de comprendre la personnalité profonde du tueur. Selon lui, le tueur était un homme dans la quarantaine ou dans la cinquantaine. Le tueur devait être un solitaire qui avait sans doute un grand besoin de tout contrôler. Aussi, on peut voir, vu les endroits où se trouvaient les corps des victimes, on se dit que le tueur devait très bien connaître la région, donc soit il y habite, soit c'est un endroit où il va très souvent. Et puis aussi, vu l'endroit où les corps ont été retrouvés, on peut imaginer que le suspect avait un véhicule tout-terrain parce que s'aventurer dans ce genre de forêt, c'est compliqué si on a un véhicule normal. Après ça, les policiers vont se dire « Ok, on a à peu près le profil du tueur, mais on va essayer de trouver peut-être des témoins. » Ils vont interroger plusieurs personnes, mais personne n'a rien vu, rien entendu. Personne ne peut donner plus d'informations à la police. À ce moment-là, la police va décider d'enquêter sur les balles de fusil qui ont été retrouvées. Ils retrouveront alors le modèle exact du fusil qui était une carabine semi-automatique et grâce à leurs recherches, ils arriveraient à reconnaître l'arme entre 1000 si on leur présentait. En fait, quand le fusil tire une balle, il laisse des sortes de micro-fissures dans la balle, des micro-fissures qui lui sont propres. Donc, en gros, en étudiant ces micro-fissures, ça donne comme la carte d'identité, les empreintes digitales de cette arme.
Et donc si les policiers se retrouvent avec la carabine entre les mains, et bien grâce à ces micro-fissures, ils sauront voir s'il s'agit bel et bien de l'arme du crime ou non. Mais bon, ça aide seulement si ils ont l'arme du crime entre les mains, ce qui n'est pas le cas. Mais voilà, un nouvel élément va survenir. En fait, le 5 octobre 1993, de nouveaux corps vont être retrouvés dans cette même forêt. En fait, c'est un homme de la région qui s'y baladait et qui est tombé par hasard sur un crâne humain et un fémur. Lui aussi, il repartira en courant pour appeler la police et il reviendra sur les lieux avec les enquêteurs. C'est à ce moment-là que les policiers vont se rendre compte qu'ils sont face, encore une fois, à deux corps. Encore une fois, ils seront rapidement identifiés et on apprendra qu'il s'agit de Deborah Everest et de James Gibson. Et tout comme Joan et Caroline, les corps n'étaient pas vraiment enterrés, mais plutôt recouverts de branches et de feuilles. Donc évidemment, là, on se dit qu'il s'agit sûrement du même tueur. Deborah et James avaient tous les deux 19 ans et n'étaient pas du tout des routards typiques. Ils étaient en fait australiens et avaient donc des connaissances locales. Ils avaient aussi leurs amis et leurs familles dans le pays. Ils étaient en fait tous les deux amis et ils s'identifiaient au mouvement hippie. Et donc en s'identifiant à ce mouvement, ils aimaient bien voyager avec leur sac à dos, être proches de la nature, camper, etc. Mais voilà, ils avaient été vus pour la dernière fois le 13 décembre 1989, soit 4 ans plus tôt. Donc on comprend par là que Joan et Caroline n'étaient pas les premières victimes de ce tueur. Et puis grâce à certains éléments, les policiers réaliseront que Deborah et James n'ont pas été tués à l'endroit où ils ont fait de l'autostop, mais plutôt ils ont été emmenés directement jusqu'à la forêt et c'est sans doute sur place qu'on les a tués, tout comme Joan et Caroline. En fait, le sac à dos de James et son appareil photo avaient été retrouvés plus tôt sur le bord de la route de Glastonbury, une ville de la banlieue nord de Sydney, donc à 100 km de là. Donc là aussi, on retrouve une chose en commun, les 4 victimes ont quitté Sydney pour faire de l'autostop pour aller vers le sud. Et de plus, James et Deborah ont eux aussi été poignardés à plusieurs reprises avec un couteau de chasse qui semble être le même que celui qui a servi à tuer Joan. Bon, là, les enquêteurs se disent qu'ils sont face à un tueur en série et ils vont alors ratisser en profondeur l'entièreté de la forêt de Belanglo afin d'être sûrs qu'il n'y a pas d'autres corps. Mais voilà, le 1er novembre 1993, ils feront une nouvelle fois une macabre découverte. En fait, dans une clairière qui se situe dans cette même forêt, les policiers vont retrouver un jeans de femme avec aussi des sortes de cordes qui auraient permis sans doute d'attacher quelqu'un et puis un peu plus loin, un crâne. Grâce aux empreintes dentaires, on apprendra rapidement qu'il s'agissait des restes humains de Simone Schmidl. Simone était une jeune femme de 21 ans seulement, venant d'Allemagne. Elle est arrivée en Australie avec son sac à dos en 1991 et avait arrêté de donner des nouvelles à ses proches le 21 janvier 1991, donc à la date de sa mort. Les résultats du médecin légiste diront que Simone a sans doute été tuée de plusieurs coups de couteau dans le corps et ce couteau en particulier est sans doute le couteau de chasse qui est le même qui a permis de tuer Joan, Deborah et James. Et puis, encore un point commun, lorsqu'elle a été tuée, Simone quittait elle aussi Sydney pour se rendre vers le sud. Mais voilà, les enquêteurs vont faire encore une autre découverte. Les habits retrouvés à côté de Simone dans la clairière n'étaient pas les siens. Les policiers vont alors ratisser la même section de la forêt au cas où ils trouveraient encore d'autres restes humains. Et malheureusement, ce sera le cas. Le 3 novembre, 2 corps seront alors retrouvés à 50 mètres seulement du corps de Simone. Les 2 nouveaux corps retrouvés, eux aussi n'avaient pas été enterrés en profondeur, mais avaient été simplement recouverts de branches et de feuilles. On les identifiera rapidement. Il s'agit de Anja Amschid et de Gabor Neugebauer. Je suis désolée, c'est des noms de famille allemands, ils étaient allemands, donc... M'en voulez pas, je les prononce sans doute très très mal. Si vous voulez, je vais les écrire en dessous, comme ça on est sûr que vous allez reconnaître de qui je parle. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un couple allemand qui avait disparu dans des circonstances très similaires.
Le couple avait été vu pour la dernière fois le 20 janvier 1991, donc presque 2 ans plus tôt. Les enquêteurs se rendront compte que les vêtements retrouvés étaient d'ailleurs ceux de Anya. Et encore une fois, les médecins légistes diront que le couple a été tué avec un gros couteau de chasse. Par contre, Gabor avait en plus reçu des balles en plein visage et Anya, elle, avait eu la tête coupée. Pire encore, les enquêteurs ne retrouveront pas la tête d'Anya et ils se demanderont alors si peut-être le tueur l'aurait gardée un peu comme un trophée. Évidemment, là, tout le monde en Australie a peur. Il y a un tueur en série en liberté et toutes les chaînes de télé, les journaux ne parleront que de ça. Évidemment, les enquêteurs vont alors tout faire pour essayer de retrouver le coupable. Donc, ils vont noter que chaque cas avait beaucoup de similitudes. Donc, il y a celles qu'on a déjà énumérées. Mais en plus de ça, ils noteront que chaque corps avait été retrouvé face contre sol, les mains liées derrière le dos. Et puis aussi, chaque balle retrouvée sera analysée et à chaque fois, elle venait du même fusil. Mais voilà, le 13 novembre, la police va recevoir un appel d'un Anglais ayant voyagé en Australie quelques années plus tôt. L'homme s'appelle Paul Onions et il explique que le 25 janvier 1990, il est monté dans la voiture d'un homme pour une excursion dans le sud de Sydney. Cet homme lui avait d'ailleurs dit s'appeler Bill. Mais Paul explique qu'arrivé au sud de la ville de Mittagong, Paul aurait braqué une arme sur lui et aurait sorti plusieurs cordes comme s'il voulait l'attacher. À ce moment-là, Paul aurait réussi à s'enfuir de la voiture, une course-poursuite aurait eu lieu avec le tueur qui voulait le rattraper, lui qui courait et il aurait fini par arrêter une voiture au milieu de la route. La femme dans la voiture se serait arrêtée, aurait pris Paul dans sa voiture et ensemble ils auraient appelé la police. Mais bon, à l'époque ça n'avait rien donné, la police lui avait juste dit « Bon, vous avez échappé à une tentative de vol et c'est tout ». Mais voilà, cette fois-ci en 1993, Paul va enfin être pris au sérieux. Et d'ailleurs, l'automobiliste qui avait aidé Paul ce jour-là témoignera aussi, elle dira à la police qu'elle devra interroger un certain Ivan Millate. Les semaines passeront et bizarrement, énormément de personnes parleront par la suite à la police et beaucoup leur diront qu'ils devraient se renseigner auprès de la famille Millate et en particulier auprès des frères Millate. La police apprendra qu'un certain nombre des frères Millate étaient en fait des fanatiques d'armes à feu. En fait, la famille Millate possédait une propriété juste au sud de Sydney et ils avaient d'ailleurs un champ de tir où la famille se regroupait assez souvent, surtout les frères Millate, pour faire des entraînements de tir ou pour chasser. Il faut savoir que dans la région, beaucoup de personnes trouvaient cette famille étrange. Certains disaient même que l'un des frères Millate faisait des commentaires déplacés sur la série de corps retrouvés dans la forêt de Belanglo. Ce frère, c'est Ivan Millate. C'est un homme de 49 ans qui travaille dans la voirie. Donc en gros, il refait les routes, il en crée et cela fait qu'il connaît très bien la région. Cet homme est décrit comme ayant peu d'amis, solitaire et très intéressé par l'entraînement physique. Il était d'ailleurs très fort et très musclé. Pour l'anecdote, il avait fabriqué ses propres poids en béton qu'il mettait à chaque extrémité de sa barre de muscu et aussi Ivan était connu pour avoir énormément de fusils et de munitions. Mais bon, pour les gens qui le connaissaient, Ivan semblait vivre une vie relativement calme, il gagnait très bien sa vie et se situait donc dans la classe moyenne et n'avait pas vraiment de gros soucis d'argent, il se laissait assez bien vivre. Mais bon, évidemment, les enquêteurs ne vont pas s'arrêter là et ils vont enquêter un peu plus en profondeur sur lui. Ils vont alors se rendre compte que chaque jour où une victime a disparu, Ivan Millate était justement en congé. De plus, les enquêteurs se rendront compte que 20 ans plus tôt, Ivan avait été arrêté par la police pour s'être attaqué à 2 autostoppeuses qu'il avait enlevées et puis agressées sexuellement. Les 2 filles en étaient ressorties vivantes et bizarrement, il n'y avait aucun doute sur la culpabilité d'Ivan
mais la justice n'a rien fait, il s'en est sorti comme ça. Donc voilà, au premier regard, on pourrait croire que Ivan n'a jamais eu de problème avec la justice parce qu'il n'a pas été condamné pour ça, mais en fait, il avait déjà eu des problèmes et en plus des problèmes avec des autostoppeurs. Donc ça vient un petit peu confirmer les doutes qu'on peut avoir sur lui. Mais bon, la police n'a pas de preuves concrètes qui permettraient d'arrêter Ivan, donc ils vont continuer leur recherche. Finalement, le 13 avril 1994, un des enquêteurs retrouvera le témoignage de Paul Onion. Donc c'est l'homme qui avait échappé au tueur des années plus tôt. On le fera alors revenir en Australie et on lui montrera 12 photos différentes avec dans le lot une photo de Ivan Millate. On lui demandera alors de dire s'il reconnaît son agresseur et il s'arrêtera alors sur la photo d'Ivan. Le 22 mai 1994, des centaines d'officiers de police vont alors se rendre dans la grande propriété de la famille Millate ainsi que chez Ivan Millate. Ils fouilleront absolument tout dans le but de retrouver des preuves concrètes permettant de relier Ivan à tous ces meurtres. Au final, la perquisition au domicile de Ivan Millate révélera une cachette pleine d'armes, y compris un fusil de calibre 22 qui correspondait au type utilisé dans les meurtres. Dans une autre cachette secrète située dans le grenier de Ivan, la police va retrouver des sortes de petits objets de campeurs, appareils photo, des habits, du matériel de camping, et tous ces objets ont finalement été identifiés comme appartenant à ces victimes qu'on a retrouvées dans le bois. Ivan sera alors arrêté, bien qu'il affirmera être innocent. Mais bon, dès le lendemain, il comparaîtra dans un premier temps devant le tribunal pour possession d'armes, mais à ce moment-là, Ivan ne dira absolument rien, il refusera de parler. Le 30 mai, Ivan fut officiellement accusé des meurtres de 7 routards et fut placé en détention provisoire jusqu'à son procès qui commencera en mars 1996. En attendant le procès, Ivan continuera encore et encore à dire qu'il est innocent et selon des enquêteurs qui l'ont interrogé, ils diront plus tard que Ivan pensait vraiment pouvoir s'en sortir. Il était assez sûr qu'il ne serait pas condamné et donc il se disait complètement innocent, mais on avait vraiment l'impression qu'il y croyait, ou en tout cas qu'il croyait que cette technique allait fonctionner. Bon, le procès arrivera et toutes les preuves vont être données, vont être montrées et ça ne faisait évidemment aucun doute que Ivan Millate était le coupable. Le procès durera 12 jours et sera extrêmement médiatisé. Le procureur dira au cours du procès que Ivan Millate était le pire tueur en série de toute l'Australie. Il faut aussi savoir que d'autres enquêteurs qui l'avaient fréquenté diront par contre qu'il ne semblait pas être un tueur en série, qu'il était bien sur lui, calme, et qu'à aucun moment on n'aurait pu se douter que cet homme avait commis des actes si atroces. Pour sa défense, Ivan niera. Il niera les 7 meurtres et il niera aussi avoir attaqué Paul Onions des années auparavant. Ivan dira même être victime d'un complot et il dira que le coupable était sans aucun doute l'un de ses frères ou en tout cas quelqu'un de très proche de sa famille. Il dira alors que si les preuves ont été retrouvées chez lui, c'est parce que quelqu'un l'a piégé, quelqu'un a mis les preuves à cet endroit-là, et il dira qu'en soi, c'est pas une preuve de retrouver tous ces objets chez lui parce que quelqu'un aurait pu les mettre là, donc il comprend pas à quel moment, comme les objets ont été retrouvés chez lui, c'est obligatoirement lui le coupable. Pour lui, il peut très bien être totalement innocent et les objets peuvent avoir été retrouvés chez lui. C'est bizarre de penser comme ça. À aucun moment le juge va le croire. En plus, ça se voit qu'il ment, qu'il s'en mêle dans ce qu'il raconte. Donc oui, évidemment, personne ne le croit et tout le monde comprend que c'est une théorie un peu fumeuse pour essayer de s'innocenter. C'est comme ça que le 27 juillet 1996, le jury déclara Ivan Millate coupable des 7 meurtres et de tentatives de meurtre, de séquestration et de vol. Pour cela, il recevra 7 peines de prison à vie pour ces 7 meurtres, ainsi que 6 années additionnelles pour l'agression de Paul Onion. En 2004, il demandera à être entendu par un juge pour encore une fois tenter de dire qu'il était innocent et donc mal jugé. Il demandera alors à être rejugé, mais encore une fois, évidemment, le juge refusera. Ivan Millate sera alors mis en prison et même en prison, il continuera à nier et n'aura pas un comportement très calme d'ailleurs. Déjà, dès son premier jour de prison, il va se faire battre par un détenu et donc il va être emmené à l'hôpital.
Un an plus tard, il fera une tentative d'évasion avec d'autres prisonniers et on le rattrapera très facilement et il sera après ça amené dans une prison de haute sécurité. Le 26 janvier 2009, Ivan Mileïd va se couper le petit doigt à l'aide d'un couteau en plastique. Il va y arriver et son but en fait était d'envoyer son petit doigt à la haute cour, sauf qu'en fait ça ne se fera pas, ils vont voir avant, les gardiens de prison vont voir avant qu'il s'est coupé le petit doigt, on va l'amener à l'hôpital, mais malheureusement son petit doigt ne pourra pas être cousu, donc il vivra avec 4 doigts à une main, voilà c'est comme ça. Mais voilà, il faut savoir que par le passé il a déjà essayé de se faire du mal à son corps, en tout cas il a avalé plein de choses en fer coupantes, genre des lames de rasoir, des agrafes, plein de choses où il espérait peut-être devoir aller à l'hôpital ou même peut-être en mourir. En 2011, Ivan entamera même une grève de la faim pour obtenir une PlayStation et suite à ça, il perdra 25 kilos. Mais finalement, il décédera le 27 octobre 2019 à l'âge de 74 ans d'un cancer de l'œsophage. Et il faut savoir que les semaines avant sa mort, il avait refusé les traitements pour son cancer, donc clairement, il voulait mourir. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo, cette grande affaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!